Bon, je vous propose qu'on commence cette restitution des ateliers territoriaux. Bonjour à tous. Merci d'être présents pour cette rencontre qui est notre avant-dernière rencontre du débat public sur la sixième édition du Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs. Voilà. Alors, qu'est-ce que la CNDP? Je ne vais pas la refaire puisque je pense que la plupart des gens qui sont connectés aujourd'hui le savent. Donc, on est une autorité administrative indépendante qui est en charge de garantir le droit à l'information et à la participation de chacun sur des décisions qui ont un impact sur l'environnement. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on se situe dans le cadre d'une restitution d'ateliers territoriaux qui portaient donc sur le débat public qui est en cours sur le plan national de gestion des matières et déchets radioactifs. On est sur la sixième édition de ce plan qui existe depuis 2006. Le maître d'ouvrage du plan, c'est la DGEC, donc la Direction générale énergie-climat, l'État. Et le débat public a commencé le 10 octobre et se clôturera le 10 février prochain, donc très très prochainement. Et bien entendu, vous êtes, pour ceux qui le peuvent, les bienvenus à Paris le 10 février pour la clôture, qui sera également diffusée pour ceux qui ne pourraient pas venir. Voilà, donc les objectifs du webinaire d'aujourd'hui, c'est de restituer les éléments qui sont issus des ateliers territoriaux que notre équipe a pu tenir sur les dernières semaines. Et dont le but, c'était d'identifier les perceptions des territoires sur les installations qui traitent, gèrent ou anticipent la production de déchets ou de matières radioactives. Voilà, donc on était là pour voir les perceptions à la fois positives et les perceptions plus négatives. On était là également pour mettre en relief les spécificités selon les territoires et de présenter aussi des propositions qui sont issues de ces ateliers en matière de gouvernance ou la meilleure façon en tout cas de relier ce plan qui est national à des préoccupations plus locales et de voir comment tout ça peut s'articuler au mieux. Et donc, ce sont les citoyens des territoires qui ont formulé un certain nombre de propositions dont on va rendre compte aujourd'hui. Pour cette séance, alors 20 heures, ce sera peut-être un petit peu plus tôt, mais bon, on va voir. Donc, on va sur la première séquence, tout simplement voir ce qui était commun à tous les territoires, assez rapidement, puisque ce sont des faits assez connus. Et ensuite, en fait, on travaillera sur la spécificité des territoires que nous avons visités et sur lesquels nous avons organisé ces ateliers, donc des spécificités, des différences hein, par rapport au territoire. Ensuite, nous aurons un premier temps d'échange et ensuite, nous aborderons la question numéro 2, hein, qui est la question de la gouvernance avec toutes les propositions ou les réflexions qui nous sont venues à l'issue de ces ateliers, donc les enseignements et puis finalement un focus sur le rôle des acteurs locaux euh, dans leur diversité sur ce sujet de la gouvernance autour de la gestion des matières et déchets radioactifs. Voilà, et on aura là un deuxième temps d'échange avec vous et avant de passer aux conclusions. Donc, bon, les règles du jeu sont un peu toujours les mêmes sur nos webinaires. Donc, qualité d'écoute, bon là, les micros sont coupés avant les temps d'échange. Donc, ça va être assez simple. Si vous pouvez, si vous intervenez dans le chat en revanche est ouvert, n'hésitez pas à faire des contributions avec des propos argumentés, puisque ce sont ces arguments que nous reportons dans le compte-rendu du débat. Et c'est vraiment sur ça qu'on se concentre dans le cadre de notre mission. Donc voilà, essayez de mettre des arguments. Sur les temps d'échange, eh bien, on vous demandera voilà, concision et respect des temps de parole. Voilà, et puis sur les premiers temps d'échange, n'hésitez pas à vous présenter. Voilà.
d'autant qu'il y a un enregistrement. Voilà. Et donc, vous êtes tous légitimes à vous exprimer, quel que soit votre niveau de connaissance. Voilà, puisqu'en plus, ces ateliers territoriaux étaient principalement destinés aux citoyens. Et donc, il y a pas de mauvaise réflexion, bien au contraire. Donc, on va passer à la présentation des impacts perçus hein, sur les territoires. Donc, nous avons, alors, beaucoup nous ont dit, vous n'avez pas fait beaucoup de présentiel, c'est vrai. On est sur un débat national, c'est pas évident de traverser toute la France. Donc, c'est vrai qu'on a fait le choix de faire pas mal de webinaires, des webinaires souvent informatifs pour le début de ce débat public, de manière à ce qu'on puisse partager de la connaissance avant de débattre pleinement. Et nous avons choisi dans cette deuxième partie du débat d'aller sur les territoires en organisant 4 ateliers territoriaux. Alors quand on dit atelier, c'est des formats assez restreints, hein. C'est pas des réunions publiques à 300 personnes, ce sont des ateliers qu'on avait limités à 50 personnes maximum pour permettre des travaux de qualité avec des échanges qui se sont faits en petits groupes de manière à approfondir les perceptions, les attentes des populations concernées de manière assez précise. Donc, on est intervenu sur 4 territoires avec des formats identiques. Euh, une parole qui a été donnée essentiellement à la population locale. Ceux qui étaient présents sur les ateliers l'ont vu. On a essayé au maximum de privilégier l'écoute des citoyens des territoires. On a utilisé du photolangage pour favoriser l'expression des ressentis et puis faciliter la prise de parole sur des sujets qui sont complexes et qui parfois peuvent rendre un petit peu difficile d'avoir le courage de parler. Voilà, donc c'est des sujets on avait identifiés, donc on a adopté hein, ce cadre pour les ateliers territoriaux. Donc, on est intervenu, comme je l'ai dit, sur 4 territoires qui sont concernés à différents titres par les matières ou et les déchets radioactifs. Nous sommes allés tout d'abord à Soulaine, Soulaine-d'Huys, donc qui est un territoire sur lequel on a le centre de stockage de l'Aube et le CIRES, qui sont des établissements gérés par l'ANDRA. Donc voilà, donc là on était vraiment sur des installations qui ont pour vocation d'entreposer ou de stocker des déchets radioactifs. Nous sommes également allés à Avoine, donc à côté de Chinon. On est sur une autre problématique, qui est la problématique du démantèlement, puisque plusieurs réacteurs sont en cours de démantèlement, qu'il y a un atelier aussi qui travaille sur la recherche et développement autour des démantèlements. Et là, on est sur un site qui est géré par EDF. Ensuite, nous sommes allés à Cadarache, Pérols en Provence. Là, on était sur un centre de recherche du CEA pour l'entreposage. Donc là aussi, problématique, ou en tout cas thématique entreposage. Et enfin, nous sommes allés à Cherbourg, au centre d'entreposage d'Orano. Donc il y a à la fois le centre d'entreposage d'Orano avec une installation assez complète et le CSM, donc le centre de stockage de la Manche, qui lui est géré par l'Andra. Donc qui a guidé les choix de ces sites, c'est à la fois la diversité des gestionnaires, comme vous le voyez, hein, Orano, CEA, EDF, Andra, voilà, et la diversité géographique pour essayer de couvrir des territoires plus contrastés. Donc voilà, ce sont les 4 sites qu'on a choisis. On aurait pu en prendre beaucoup plus si on avait eu certainement plus de temps et plus de budget. Mais en tout cas, on a fait une récolte, entre guillemets, intéressante sur ces 4 sites. Et à ce titre, on souhaitait remercier les communes qui ont bien voulu nous accueillir, car ça n'a pas été toujours simple. On remercie également les commissions locales d'information, les CLI, pour leur implication, pour la mobilisation de ces ateliers.
bien sûr les participantes et participants qui ont joué le jeu de ces ateliers et bien entendu les exploitants et les institutionnels qui sont venus nombreux à ces rencontres, ainsi que la DGEC qui était présente sur chacun des temps de travail pour écouter ce qui se dit au niveau local. Et on pense que dans le cadre d'un débat public, c'est extrêmement important. Voilà, donc là, je vais simplement balayer rapidement les convergences entre les territoires. Et là, je pense qu'on n'a pas appris grand-chose sur cette partie-là. C'était des choses qu'on avait déjà identifiées sur l'étude de contexte, hein, qui, je le rappelle, avait mobilisé 154 entretiens, donc certains en local. On a retrouvé, on a conforté en tout cas les enseignements de cette étude de contexte au travers de nos rencontres sur les territoires avec tout d'abord des bénéfices qui sont partagés globalement hein, sur l'emploi local, direct ou indirect, les retombées économiques locales qui, là aussi, ont été fortement, je dirais, soulignées par les personnes qui étaient présentes. Je préciserai qu'on avait dans l'Assemblée, sur quasiment toutes les réunions, sauf celle de Cadarache, beaucoup de personnes qui étaient employées, hein, qui sont des citoyens, mais qui étaient employés dans les structures ou retraités des structures en question et qui ont souhaité voilà, participer en disant les bienfaits que ça pouvait apporter sur les territoires. Euh, ils ont noté également la structuration des territoires par le fait des installations qui sont sur ces territoires, notamment soulignant le développement des services, des infrastructures, de la mobilité et des retombées, bien sûr, économiques et fiscales qui permettent aux collectivités de financer équipements publics, aménagements structurants pour la population. Euh, Ça, ce sont effectivement des choses qu'on a pu entendre et qui sont assez, je dirais, classiques. Euh, on a également tout ce qui concerne, alors là, c'était la responsabilité collective hein, et les enjeux de long terme qui sont indissociables hein, d'une réflexion plus large sur la gestion des déchets radioactifs, hein, qui sont une responsabilité vis-à-vis des générations futures. Donc ça aussi, c'est des choses qu'on a entendues, avec les enjeux qui sont associés de traçabilité, de mémoire, de transmission, et des choix qui sont faits aujourd'hui. Donc voilà pour ce qui ressortait de positif sur les territoires, mais bien entendu, il y a toujours des pendants hein, qui sont d'abord des inquiétudes sur la santé et sur l'environnement. Alors sur l'environnement, il a été beaucoup question de paysage, d'attractivité, voilà, qui peut être soit renforcée dans certains cas, soit au contraire qui peut avoir des conséquences hein, sur la dévaluation, sur les impacts sanitaires potentiels, les rejets, les pollutions de l'eau, de l'air, des sols, et des effets potentiellement à long terme sur le vivant, avec souvent des interrogations voilà, sur peut-être le manque de visibilité sur le long terme des impacts sanitaires. Il y avait également dans les préoccupations ou les inquiétudes tout ce qui concerne la circulation, le transport, la logistique qui sont associés à ces activités, notamment les craintes hein, concernant la circulation des déchets radioactifs, mais aussi les gènes occasionnés par les convois, les camions, qui restent une source d'inquiétude récurrente en lien avec la qualité de vie quotidienne. Et enfin, ce qui a été perçu aussi négativement sur les quatre ateliers, hein, c'est finalement la complexité, la technicité de ces sujets qui font que bah, les citoyens qu'on a pu entendre ou rencontrer se sentaient quand même assez éloignés
des sujets, avaient du mal à rentrer dans ces sujets et on jugeait souvent que les informations étaient assez foisonnantes et ne permettaient pas toujours d'être au clair hein, sur ce qui se passait vraiment sur le territoire et de se sentir un petit peu exclu. Voilà, pour, je dirais, les similitudes entre les quatre territoires. Ce soir, on a Monsieur Daniel Bigot qui a participé à l'atelier d'avoine. On souhaitait voilà, que je ne fasse pas un long monologue sur cette séance et de permettre voilà, à un participant de s'exprimer et de dire un petit peu ce qu'il en a pensé. Alors, Monsieur Bigot parlera en son nom. Voilà, on lui a pas demandé de dire quoi que ce soit de précis. C'est lui qui va nous dire un petit peu comment il a vécu cet atelier et ce qu'il a pu en penser. Voilà, on va lui céder la parole. Je crois qu'il est à l'écran. Voilà. Alors, il faut allumer votre micro, Monsieur Bigot. Bon, Oui. bonsoir. Donc Daniel Bigot, donc je suis un citoyen engagé effectivement sur les évolutions de territoire. J'ai participé à cet atelier d'avoine, donc que j'ai trouvé bien organisé. Ça c'est pour les remerciements d'abord. Bien organisé, bien encadré, bien animé. Bon, j'ai deux interrogations qui portent sur l'échantillon de la population civile qui avait été retenu, puisque je me suis retrouvé à une table où il y avait 80% d'agents EDF, d'ex-agents EDF, ce qui ne m'a pas dérangé en soi, hein, c'est des gens sympathiques, mais on pouvait vite remarquer qu'il y a quand même une culture d'entreprise qui marque ces personnes et ils en sont très imprégnés et qu'il leur est difficile parfois d'avoir un regard éloigné de la pratique qui a été la leur pendant des années. Et puis ma deuxième surprise, c'était le fait que le résumé des ateliers ne soit pas assuré par les personnels de la CNDP, mais qu'il soit confié à un des membres de chacune des tables, ce qui a du coup enlevé un peu peut-être de subjectivité au retour que chaque table pouvait faire aux autres. Voilà. Alors ensuite, sur le sujet, moi, ce qui est un peu étonnant, c'est c'est que la population civile, quoi, citoyenne, soit invitée à venir réfléchir et discuter sur la question des déchets. Euh, alors que c'est ce qui est en aval de l'industrie nucléaire et que sur tout ce qui avait un peu précédé, j'ai pas à souvenir d'avoir vu l'organisation de débats qui permettent comme ça des confrontations d'idées, de points de vue et de réflexion. Et d'autant plus que bon, cette invitation à réfléchir collectivement intervient au moment où finalement les démanteleurs des premières centrales nucléaires de France, qui remontent à 70 ans, parce qu'on arrive un peu dans le dur. Rien ne se perçoit sur Chinon que ces centrales A1, A2, A3 sont en cours de démantèlement, puisque physiquement, rien ne permet de l'imaginer. Tout se passe à l'intérieur. Et, et donc, c'est une compétence qui est même en cours d'affinement, puisque effectivement, c'est un peu expérimental. Il y a un laboratoire tout à côté qui est là pour affiner les procédures. Et la population chinoise, ça rejoint un petit peu ce que vous disiez, c'est tellement technique qu'on ne peut pas s'y intéresser. Mais en même temps, je pense que s'il y avait un effort tout au long du processus de démantèlement, de tenir informée la population sur la façon dont on procède, sur les écueils qu'on peut rencontrer ou sur les surprises bonnes qu'on peut avoir, peut-être que l'intérêt serait plus grand et que la participation plus spontanée. Voilà, ça c'est le premier point. Ensuite, alors, oui, moi aussi, j'étais très étonné par. Alors, il y avait une diversité d'agents EDF, je le disais, à ma table, en tous les cas. Dans la salle, je ne sais pas trop ce qu'il en était du pourcentage, mais effectivement, avec ce récit en images, j'étais assez impressionné par l'intérêt partagé de ces 7 agents EDF sur le côté rural, campagne et le souci de préserver l'environnement et de restituer l'environnement à l'identique une fois démantèlement accompli. J'ai été étonné que ce récit-là soit formulé, et c'était formulé comme une espèce de déontologie quoi, qui était la leur et qu'ils partageaient. Bon, ce à quoi on pouvait aussi répondre qu'il n'y avait pas d'exemple de démantèlement, on ne sait pas vraiment de ce qu'il en sera du retour à l'état naturel si un jour on y parvient, mais que les seuls exemples de centrales nucléaires qui avaient été arrêtées accidentellement ne laissaient pas un bel exemple du retour à un environnement préservé, puisqu'il s'agissait de Tchernobyl en Ukraine maintenant, en Russie avant, en URSS avant, et donc et au Japon, Fukushima. Donc ensuite, D'accord.
alors, cette culture professionnelle qui est partagée sur le territoire depuis 70 ans, c'est une culture sociale aussi, puisque plusieurs générations, plusieurs familles, plusieurs générations au sein de nombreuses familles ont travaillé sur ce site, hein. La population EDF, elle, globalement, elle y est un petit peu sédentaire au fil. Quand elle y arrive, elle y reste longtemps, le temps de sa carrière, à moins d'être cadre et de bouger. Mais c'est la multitude des prestataires qui interviennent sur le site aussi, qui ont garanti un niveau d'emploi important pendant un demi-siècle. Ce qui, de fait, euh, les interrogations que la population peut avoir sur le nucléaire en termes de risque, en termes d'inquiétude, en termes de pourquoi enfermer le territoire dans une seule industrie, ces questions ne se posent pas tant qu'on a du travail et que ce travail est plutôt bien rémunéré. Voilà. Euh, donc, ce qui fait que ce soit la question du déchet maintenant que le démantèlement se pose, ou que ce soit la question de l'arrivée de nouveaux réacteurs, comme c'est le cas, puisque les élus ont unanimement voté pour l'accueil de 2 EPR, ou que ce soit sur le fonctionnement des PWR qui sont là depuis 40 ans, dans la sphère politique, celle qui représente la population, parce que dans la démocratie représentative, c'est un sujet qui est rarement apparu. Moi, ça fait assez longtemps que je suis sur ce territoire. J'ai même été élu pendant 12 ans et je n'ai jamais vu la question de l'industrie nucléaire dans un des programmes ou quelle autre industrie faire cohabiter avec le nucléaire ou quelle industrie envisager pour suppléer à la disparition un jour du nucléaire. En plus qu'avec le carénage, maintenant, la question ne se pose pas parce que c'est prolongé pour quelques décennies. Donc, ce qui fait qu'on ne discute pas du sujet. Tout va bien, tout va bien. Le territoire s'est développé, il est plutôt riche. En termes d'emploi, il est pas mal loti. En termes d'équipement non plus, d'autant plus que maintenant la fiscalité est partagée grâce aux communautés de communes, enfin plus généreusement partagée. Avant, elle était un peu dans les mains de quelques communes, et notamment une principalement Avoine. Donc, il y a une espèce d'égalité de traitement qui est intervenue, qui s'est faite au fil du temps. Ce qui fait que, voilà, quelqu'un qui, le maire avec qui j'étais me disait si un jour quelqu'un souhaitait être candidat contre le nucléaire, enfin, si un anti-nucléaire souhaitait devenir maire d'une de ces communes du Chinonais, de fait de sa position, il serait d'emblée battu. Voilà. Donc c'est un sujet de fait inabordable. euh, c'est vrai que la fiscalité est copieuse, donc ça permet des équipements, ça permet une fiscalité locale, malgré tout, enfin sur Chinon, elle existe, hein, mais les équipements sont de qualité, et si bien que lorsque même on envisage un équipement nouveau ou le renouvellement d'un équipement ancien, usé, les élus d'aujourd'hui nous disent encore, écoutez, si vous voulez avoir telle piscine, ou si vous voulez avoir tel cinéma ou telle infrastructure, vous devez faire profil bas et accepter l'arrivée des EPR. C'est le cas en ce moment, par exemple. Donc, on voit bien qu'il y a même si le sujet ne. Je ne sais pas si c'est la même emprise de toutes les industries sur un territoire quand elles ont une exclusivité de développement, comme c'est le cas d'EDF. Dans tous les cas, ça bâillonne un peu la prise de parole, ça bâillonne le débat public sur ce sujet-là. Et puis, il y a une espèce d'accoutumance qui fait que ça crée l'ignorance sur le sujet qui pourtant occupe tout le monde, hein, professionnellement et socialement. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Effectivement, ce que vous dites est partagé par l'ensemble des territoires qu'on ce que je vois dans le chat, il y a Monsieur Henri de Sagazan qui nous précise que à Chinon, c'est un démonstrateur industriel graphite, effectivement, qui permet de valider les outillages qui seront utilisés dans les démantèlements. Et alors, quelque chose qui n'était pas forcément prévu, mais je profite de la présence de Madame Druez, qui a participé quant à elle à l'atelier de Cherbourg. Peut-être, Madame Druez, si vous voulez à votre tour dire un petit mot sur la manière dont vous avez vécu cet atelier. On serait ravis de vous entendre. Eh bien, écoutez, j'ai trouvé cet atelier très, très intéressant, euh, bien organisé, Alors à peut-être l'instar. de vous représenter pour ceux qui ne vous connaissent pas. Alors, Excusez-moi. je suis Yveline Druez, j'habite dans La Hague, j'ai été maire de La Hague et je participe, je suis vice-présidente de l'ANCLI.
notamment. Donc, à ce titre, je suis beaucoup de débats et j'ai trouvé que effectivement vos ateliers étaient bien organisés, vivants et je n'ai pas vu les 2 heures passer. Donc, voilà. Je suis d'accord avec le monsieur qui vient de s'exprimer, monsieur Daniel Bigot, par rapport au fait qu'on doit absolument, à partir du moment où il y a des projets qui s'annoncent, essayer d'informer la population parce qu'on a, et ça je le déplore toujours, des gros effets d'annonce qui peuvent paniquer les autochtones, qui peuvent paniquer les habitants. Quand on parle du projet de Laval du futur, du projet Orano, on nous dit par exemple il y a 10 000, 15 000 personnes qui vont arriver sur le territoire. Or, voilà, ça c'est quelque part de la mésinformation, puisque ces gens arriveront par vague. Il y aura certains qui arriveront en premier, les génies civilistes arriveront en premier, ensuite il y aura d'autres corps de métier, etc. Je veux dire que si vous voulez, il y a des effets de panique qui peuvent naître suite à des effets d'annonce et à une certaine, à mon sens, désinformation. Donc, effectivement, essayer d'être un peu dans la prospective, de dire aux gens ce qui les attend dans l'hypothèse d'une implantation de nouveaux chantiers, c'est très très important pour qu'ils s'organisent, pour que tout le monde s'organise, que ce soit les élus des collectivités qui doivent eux aussi prévoir des structures par rapport à l'arrivée de gens, savoir si ça va être essentiellement des travailleurs déplacés qui vont vivre dans des bases vies, ou savoir si elles vont avoir, si les territoires vont avoir un apport de population, de jeunes ménages, etc., par rapport aux écoles. Enfin voilà, tout ça nécessite que la population, les citoyens, les élus soient aient une vue claire des étapes qui s'annoncent et qui vont venir dans l'hypothèse où le grand chantier, où un grand chantier arrive sur un territoire. Voilà ce que je voulais dire simplement pour l'instant. Merci beaucoup. Et donc, pour rappel, hein, l'ANCLI, l'Association nationale des CLI, voilà, et coordonne hein, l'action des CLI sur les territoires. Et ben, vous le verrez sur la fin de ce webinaire, hein, on reviendra sur la question des CLI, et notamment tout à fait en accord avec la remarque de Nicob. Alors, pas qui est Nicom, mais en tout cas, voilà, dans le chat qui disait, il y a plein d'informations publiques sur les déchets nucléaires en général. Ce serait bien que la pédagogie soit faite sur l'existant plutôt que d'inventer encore des actions et faire du millefeuille. Et effectivement, les CLI sont une clé d'entrée, en tout cas qu'on a bien identifié et qui sont identifiés sur les territoires pour accéder à l'information sur tout ce qui s'y passe, notamment autour des installations nucléaires de base. Voilà, on va passer à la suite, c'est-à-dire les spécificités territoriales. Alors là, je pense qu'avec ces 2 témoignages, on a déjà le ressenti hein, de différences ou en tout cas de spécificités propres à chaque territoire. Et on a pu voir, notamment dans la participation, ça a été noté par Monsieur Bigot, sur les sites de Soulaine-d'Huys, Chinon et Cherbourg, on avait une présence très forte des représentants des industriels, mais pas que, aussi des travailleurs qui se sont déplacés, qui se sont inscrits à l'atelier. Voilà, en tant que citoyen ou en tant que professionnel, mais en tout cas, on avait quand même une présence assez forte sur ces ateliers des représentants des industriels. En revanche, à Pérols-en-Provence, donc pour le site de Cadarache, on avait une forte participation et de la jeunesse et des citoyens, voilà, des jeunes qui ont été impliqués dans le débat public par ailleurs au titre de leurs universités, puisqu'on a eu plus de 1000 étudiants qui ont participé au débat public via une trentaine d'établissements de l'enseignement secondaire. Pas secondaire du tout, pardon, de l'enseignement supérieur, pardon. Et donc, ils étaient très représentés, en tout cas sur l'atelier de Pérols en Provence.
Alors, pour les spécificités, alors sur Soulaine, c'est moi qui fais ou c'est Luc? Je ne sais plus. C'est toi, Luc, pardon. Oui. On va écouter donc Luc Martin, qui est membre de l'équipe du débat et qui va nous relayer un petit peu les spécificités qui ont pu être identifiées à Soulaine-Duis. Mm. Bonsoir à toutes et à tous. Donc effectivement, j'ai eu la chance de participer à ce débat de Soulaine-Duis. Donc Soulaine-Duis, c'est un territoire où déjà les installations de stockage sont présentes depuis de nombreuses années. Donc il y a une habitude, je dirais, de la population qu'on a particulièrement ressentie. Et donc la perception s'est formée autour d'une cohabitation avec ces installations déjà présentes. Bien entendu, les risques sanitaires ont été évoqués et puis la peur, les peurs liées au mystère de la radioactivité et du nucléaire ont été fortement mis en avant, ainsi que les soucis de transport. Mais les participants ont aussi souligné les bénéfices que le territoire en retirait sur le plan économique, fiscal et tous les apports en termes d'aménagement qui ont pu être mis en place et qui forcément avec le temps sont maintenant visibles, quoi. La gouvernance a été aussi questionnée et notamment sur la prise de décision collective. Le rôle de la CLI a été à nouveau souligné particulièrement et la nécessité d'un cadre vraiment démocratiquement clair et lisible pour les habitants et la population a été rappelée. Donc en résumé, Soulaine s'est vraiment distingué par cette forme d'acceptation qui est conditionnée quand même, hein, et qui souhaite qu'il y a où on fait état d'une demande de transparence et et de prévention et sur la reconnaissance territoriale du projet. Merci beaucoup, Luc. Alors, donc pour le territoire d'Avoine, donc c'est moi qui vais m'en occuper puisque bah, j'étais effectivement présente donc près de Chinon. Donc je vais pas revenir trop longuement sur ce qui a déjà été dit par Daniel Bigot, mais on a pu noter qu'effectivement, donc sur ce site c'est particulier parce que c'est pas de l'entreposage, c'est pas du stockage. C'est un futur site en démantèlement et c'est un atelier donc de recherche hein, sur meilleure manière de démanteler des installations avec des technologies UNGG hein, qui sont un peu plus anciennes et qui sont obsolètes aujourd'hui. Donc, on a pu constater qu'il y avait des inquiétudes quand même sur les impacts d'un tel démantèlement, des impacts qui peuvent se traduire par des nuisances, hein, qu'elles soient sonores, poussière, transport, hein, mais aussi comment dire, ce qui ne se voit pas. En fait, les participants ont noté qu'un démantèlement, finalement, c'est pas visible, on voit pas ce qui se passe, on voit pas les étapes, on ne comprend pas toujours pourquoi ça ne se voit pas et pourquoi ça ne va pas plus vite. C'est d'ailleurs ce matin même, à la radio avec Ici Touraine, hein, voilà, un média qui s'intéresse à la question et qui posait cette question de savoir mais pourquoi ça prend autant de temps et pourquoi ça ne se voit pas. Voilà, donc là on a une exigence un petit peu de mieux comprendre ce qui se passe lors d'un démantèlement et oui, Monsieur Le Moni de Sagazan me précise, il est bien en cours le démantèlement, tout à fait, il a commencé. Mais les citoyens perçoivent pas toujours la manière dont ça se fait. Voilà. Alors, sur ce territoire précisément, le nucléaire est perçu comme partie intégrante de l'identité territoriale. Ça a été dit. Quelque part, il y a une forme d'habitude. Il y a des bénéfices qui sont liés à l'emploi, à la formation. Les salariés d'EDF qui étaient là ont beaucoup parlé justement de formation, de transmission sur ce site. Voilà, donc on a senti là-bas une relation qu'on a qualifiée de proximité avec l'industrie, mais qui est associée quand même à une demande de lisibilité accrue sur les évolutions futures sur ce territoire. Voilà. Alors, on va passer à Cadarache. Alors, Cadarache, qui c'est qui nous... Vanessa. C'est Vanessa. Ouais. Donc Vanessa, on va épingler Vanessa pour que vous la voyez. Donc Vanessa qui est donc la secrétaire générale du débat public en cours.
Alors, moi, je vais vous parler de Cadarache. Donc, Cadarache, c'était donc jeudi dernier, il y a exactement une semaine. On avait une salle qui était plutôt pleine et dont la population était principalement des citoyens et des étudiants qui ont mis en avant des échanges qui ont été fortement marqués par la dimension scientifique et technologique du site. Leurs inquiétudes, elles ont principalement porté sur les impacts environnementaux et paysagers, ainsi que sur les conditions de la sous-traitance et la précarité qui peut y être associées, ainsi que sur la capacité collective à gérer durablement des volumes croissants de déchets. Leur perception, ils ont exprimé une réflexion très ancrée dans le temps long, notamment autour de la gestion des déchets radioactifs, de la mémoire, de la traçabilité et de la transmission aux générations futures. Et pas effectivement que les étudiants, mais aussi le public qui était associé, a vraiment à plusieurs reprises mis l'accent sur cette question dimensionnelle et générationnelle de l'importance de transmettre justement autour de cette question. Du coup, ce qu'on peut dire, c'est que Cadarache se distingue par une réflexion particulièrement approfondie sur la responsabilité collective, la consommation énergétique et le lien entre la production d'électricité aujourd'hui et la production de déchets à très long terme. Merci Vanessa. Cherbourg, on retrouve Luc. Oui. Oui, donc effectivement, Cherbourg, alors c'est encore plus récent, c'était avant-hier soir. Vous étiez nombreux à venir participer, vous avez été actifs et passionnés par le sujet. Ce territoire de Cherbourg a la particularité de concentrer un grand nombre d'installations tournant autour du nucléaire, hein. Je rappellerai donc les centrales de Flamanville, les installations de Landra, d'Orano, et puis dans la propulsion nucléaire, la marine fait travailler une grande entreprise, Naval Group. Donc ce petit territoire a l'impression d'avoir beaucoup donné à l'industrie nucléaire, et ça se ressent dans la perception qu'on a pu palper. Donc cette charge sur le territoire paraît à certains disproportionnée par rapport au reste du territoire national. Ça a été particulièrement souligné. Les inquiétudes sanitaires sont assez nombreuses. On a mis en avant principalement le tritium et les rejets, et puis aussi beaucoup de débats autour de l'interprétation des différentes analyses de ces substances. Une défiance aussi vis-à-vis de l'information qui est donnée, et la centralisation des décisions a été fortement mise en avant et soulignée. C'est ce qui fait aussi la particularité donc de ce territoire de Cherbourg, qui semble émettre un certain nombre de critiques frontales face aux décisions qui semblent venir de loin, centralisées. Et donc, il y a une forte demande de démocratie participative et de participation donc au projet, notamment à venir, et une remise en question donc profonde sur cette répartition nationale qui semble subie par le territoire comme étant quelque chose de plutôt étonnante. Voilà. Merci beaucoup Luc. Voilà, donc on arrive au terme de cette première session de présentation. Et bah, on va ouvrir les micros, on va vous donner la possibilité bah, de nous poser des questions ou de poser des questions aux personnes qui sont présentes, hein, si on identifie des gens qui peuvent vous répondre. Voilà, donc je ne sais pas si d'ores et déjà dans le chat on a des choses ou si certains veulent participer. Alors, il suffit de lever la main, donc vous allez dans le petit onglet Réagir et vous cliquez sur Lever la main. Ça nous permettra de vous identifier et de vous donner la parole pour que vous puissiez vous exprimer. Et sinon, je me tourne vers mes collègues qui surveillent de près le chat, ce que j'essaye de faire en même temps, mais c'est pas Nous évident. avons deux Ah, mains voilà. levées de Monsieur Bigot et Monsieur Lheureux, et il y a une question qui se forme de la part de Monsieur Gardel D'accord. Alors, on dans va le chat. écouter. Ouais, alors, on va écouter Monsieur Bigot. Alors, on va vous demander d'être relativement concis Oui, dans les oui, prises oui. de parole pour qu'on puisse laisser la parole à tout le monde, Oui. à tous ceux qui souhaitent Juste un s'exprimer. point que je n'ai pas rapporté, mais qui fait le lien avec les trois autres rapports qui viennent d'être effectués. C'est quelqu'un à la table avait évoqué le fait, étonnamment, que les industries en général, dans le process de fabrication et de construction et de production, elles ont
normalement l'obligation de se soucier du déchet qu'elle produirait et comment en venir à bout et comment l'éliminer. Et le nucléaire aurait dérogé à ce principe-là, puisque lui se pose la question du déchet une fois qu'il est en place et qu'on ne sait plus quoi en faire, à part l'enfouir. Ce qui ne Tout à fait, satisfaisait monsieur d'ailleurs pas Pic. EDF. EDF avait un optimisme. L'agent EDF en charge de l'environnement à Avoine avait un optimisme peut-être démesuré, mais il disait qu'il y avait une solution technique à court terme qui semblait se dessiner. Merci beaucoup pour cette intervention. Effectivement, ça reflète bien ce qui avait pu se dire et ça reflète aussi des choses que nous avons pu glaner dans les arguments du débat. Cette question est bien d'une réflexion sur les déchets qui arrive après des décisions sur des orientations énergétiques et qui pourraient parfois être traitées à l'inverse selon certains. Alors, je vais laisser la parole à Monsieur Lheureux. Oui, merci Madame la Présidente. Juste, je revenais un peu sur ce sujet-là de la centralisation des Présentez-vous juste décisions. peut-être pour que tout le Oui, monde pardon, comprenne. Alors, Yves Lheureux de l'Ancli. Donc sur ce sujet de la centralisation des décisions qui a été notamment un point phare, si j'ai compris, de Cherbourg, c'est vrai que c'est un sujet qu'on entend beaucoup. Vous avez parlé des clics, on entend beaucoup dans les clics, on entend beaucoup au-delà du sujet des déchets. C'est que on fait, alors il y a une politique, il y a des choix qui sont faits, mais surtout les choix sont faits au niveau central et on se retrouve dans les territoires avec des installations qui arrivent et finalement, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. Je vois les discussions dans la conversation sur la notion de résignation que j'ai mis volontairement. Mais effectivement, il y a des choix qui sont faits au niveau du gouvernement. On a un gouvernement qui est là pour prendre des décisions et je pense qu'à partir du moment où il prend des décisions, on doit les appliquer. Par contre, après, tout ce qui est les déclinaisons des installations par rapport à une politique énergétique, ça arrive dans le local. Et souvent, il y a trop de décalage entre le national et le local et pas assez de... Alors, il y avait un mot prospective, mais en tout cas, on ne se met pas assez en amont, notamment sur les installations de traitement de déchets, où je pense qu'on peut quand même regarder un peu en amont parce qu'on sait ce qui va être produit, en quelle quantité, comment, de quelle nature, et on ne se met pas assez en amont, et donc on arrive dans les territoires un peu en fait accompli. Et c'est vrai que je comprends les remarques là tout à l'heure, que mon adhésion n'est pas supportée par certains et que parle de résignation. C'est vrai que pour les installations de traitement de déchets, voilà, on n'a pas de marge de manœuvre et on est devant un fait accompli. L'exemple de l'aval du futur, où qu'on le veuille ou non, on est parti au départ sur une demande du PNGMDR, du précédent PNGMDR qui demandait des installations de traitement des combustibles face à une saturation possible. On a eu un projet de piscine d'entreposage centralisé et on est arrivé à un nouveau projet qui est différent, je suis complètement d'accord, mais quand même l'aval du futur. Et tout ça sans que finalement les territoires aient pu donner un avis ou quoi que ce soit. Et donc, c'est une des problématiques de la gestion des déchets, mais d'une manière générale, c'est que des installations arrivent sur des territoires et il n'y a pas de marge de manœuvre pour les territoires. merci beaucoup, Monsieur Lheureux. Vanessa, tu me disais qu'il y avait une question à laquelle on aurait pu répondre dans le chat. Est-ce que De tu peux Monsieur Gardel qui disait, il peut y avoir résignation si on est opposé au nucléaire ou si on ne considère ou si on considère que le nucléaire est imposé, non choisi, non seulement par la population locale mais nationale. À quand un référendum sur la question? Alors effectivement, Monsieur Gardel pose un sujet qui est aussi récurrent dans le cadre du débat que nous menons, qui est effectivement qu'on est sur un débat. Alors nous, c'est notre mission hein, de travailler sur la question de la gestion des matières et déchets radioactifs, mais beaucoup partage votre sentiment qu'effectivement des réflexions sur l'amont seraient préférables et que effectivement les citoyens devraient avoir leur mot à dire sur les orientations énergétiques de la France. Donc c'est quelque chose qui revient très régulièrement et qui sera bien entendu relayé dans notre compte-rendu et qui a été relayé dans de nombreux comptes rendus de débats publics sur la question du nucléaire. Est-ce qu'il y avait d'autres prises de parole souhaitées? Oui, monsieur de Sagazan. Oui, Alors, présentez-vous, hein. pardon, oui, Henri de Ségazan, donc EDF. Je voulais juste réagir sur ce que disait Monsieur Bigot, parce que malgré tout, l'industrie électronucléaire, elle se soucie quand même depuis toujours de la gestion de ses déchets. Et je vais prendre l'exemple des EPR2, là, par exemple.
et bien avant même la décision et pendant l'instruction de la décision, on a remis des rapports et l'ANDRA a d'ailleurs remis également son propre rapport sur la gestion des déchets qui seront produits par les EPR2. Donc je pense qu'il y a quand même, enfin, que l'industrie électronucléaire n'a pas forcément à rougir de la prise en compte et du souci qu'elle porte à la gestion de ces déchets. Merci beaucoup. Effectivement, pour information, hein, l'ANDRA, dans ses scénarios, envisage toutes les possibilités. Il y a des inventaires, y compris des inventaires prospectifs qui tiennent compte des orientations au niveau de la politique énergétique. Avant dans le chat une question de Monsieur Nico B. Encore une fois, il y a bien des enquêtes publiques, des concertations dans le cadre desquelles le public a voix au chapitre? Question. Pas sûr. Bah, écoutez, oui, en fait, alors, c'est pas les mêmes procédures, hein. L'enquête publique arrive bien après les débats publics ou les concertations préalables, hein. Donc nous, la CNDP, on intervient sur les concertations préalables et les débats publics, c'est-à-dire euh, dans les textes, euh, à un moment où les décisions ne sont pas prises. Voilà, donc là, typiquement sur ce débat public précisément, le débat public intervient avant l'écriture du nouveau PNGMDR. La DGEC, qui était présente, comme je l'ai dit, aux 4 ateliers territoriaux et qui a suivi de près l'ensemble des modalités de ce débat, écoute ce qui se dit dans ce débat public. Ensuite, il y aura une concertation continue, c'est-à-dire qu'on va continuer le travail d'écoute jusqu'à ce qu'il y ait l'écriture effective du plan qui couvrira la période 2027-2031. Alors, dans les faits, est-ce que toutes les, est-ce que toutes les expressions et les arguments vont être pris en compte? Ça, c'est la DGEC qui en décidera. En revanche, oui, les citoyens ont la possibilité de s'exprimer. Et ce qui est noté d'ailleurs, et ce qui a été noté tout au long du débat, hein, c'est la prise en compte. C'est pas tant le fait de s'exprimer qui est problématique, c'est le fait de la prise en compte de l'expression des publics. Donc nous, la CNDP, on est là pour vous permettre de vous exprimer. On va faire un certain nombre de recommandations dans notre compte-rendu, des recommandations visant justement à favoriser la prise en compte effective de tout ce qui se sera dit dans ce débat public. Après, ce sont les porteurs de projets, néanmoins, qui vont prendre en compte ou pas ce qui va s'être dit. Voilà, donc c'est un peu une réponse de Normand que je vous fais. Mais en tout cas, nous, on est là pour garantir, en tout cas, que l'expression des publics et que toutes les questions qui se posent puissent trouver une réponse au maximum. Est-ce qu'il y avait d'autres choses, Vanessa? Parce que je ne peux pas tout suivre en même temps. Ah, il y a Monsieur Druez, non, Monsieur Lheureux qui lève la main. On vous écoute. Oui, Président, merci de me redonner la parole. Je voulais un éclairage sur le Cadarache, sur l'atelier de Cadarache. J'ai l'impression que c'est le seul atelier où on a parlé de responsabilité collective. Enfin, c'est un mot qui est sorti dans le transparent qui a été présenté à l'écran, la notion de responsabilité. Et c'est le seul atelier où il y avait, si j'ai bien compris, beaucoup de jeunes et de jeunes générations. Et alors, sans vouloir faire un lien direct l'un avec l'autre, mais est-ce que ça veut dire que quand vous avez fait cet atelier à Cadarache, vous avez senti que les jeunes générations, les étudiants, j'ai compris, qui étaient présents, considéraient que de toute manière les déchets étaient là et qu'il fallait s'en occuper, que c'était une responsabilité collective et qu'il fallait trouver des solutions, bien évidemment pas les laisser n'importe comment, mais qu'il fallait tous se mettre, je dirais, au travail pour trouver une solution pour ces déchets. Voilà, c'est comme j'ai senti que c'était uniquement sur ce territoire que vous aviez pointé du doigt ce constat. Voilà. Alors, peut-être juste sur la représentation des personnes à cet atelier, effectivement, c'est le seul atelier où nous n'avions pas ce que j'appellerais une représentation très très forte des industriels ou de citoyens qui travaillent dans les industries. Par contre, sur le contenu même, je vais peut-être laisser Vanessa préciser ce qui a pu ressortir et notamment sur les questions précises que vous relayez.
Oui, alors sur Cadarache, effectivement, il y avait la prise de connaissance et la prise de conscience que les déchets sont là, que du coup, il faut trouver des solutions. Mais c'est vrai que, c'est que les jeunes qui étaient présents ont mis l'accent sur le fait qu'il ne fallait pas laisser ces déchets aux générations futures et du coup, il fallait se responsabiliser aujourd'hui, donc en parler. La présence des jeunes et des citoyens sur le site de Cadarache a été notamment favorisée par le fait que la CLI de Cadarache tente aujourd'hui je dis pas, je ne mets pas en comparaison les autres clips, mais de rajeunir via des supports un petit peu différents, type BD, petites vidéos, petites 2 minutes en ligne sur YouTube, leur public et les publics sont venus. Et ce qui était assez intéressant, c'est que les publics, moi que j'avais à ma table, les 5 jeunes 18-25 ans, étaient au courant de ce qu'était la CLI et donc posaient des questions concrètes à la CLI. Et donc, ils ont eu effectivement ça a été un atelier où, quand on est passé sur le modèle de comment intégrer les citoyens dans les décisions, il y a eu un échange assez poussé, assez approfondi sur le rôle des CLI et puis sur le fait qu'il pourrait peut-être y avoir une meilleure. Enfin, je rentre déjà dans l'atelier suivant, donc je vais me taire. Je vais me taire. Non, juste pourquoi, selon eux, ils voient l'intérêt des CLI, ils voient ce qui se passe au niveau national, ils sont conscients et du coup, ils se demandent s'il ne pourrait pas avoir un tout petit positionnement entre le citoyen qui ne s'intéresse pas, les CLI, et puis des gens qui sont un petit peu entre les deux et qui sont intéressés et qui ne trouvent pas forcément leur place parce que il y a pas ils sont pas dans les CLI et que du coup, bah, il n'y a pas des débats publics toutes les semaines. Voilà, c'était un petit peu la conclusion de cet atelier. Très bien. Je me permets également d'apporter une précision qui a été mise dans le chat, mais pour que tout le monde l'entende, hein. Monsieur Xavier Auclair, hein, qui disait qu'il y avait des consultations citoyennes sur les questions de l'énergie. 2018, débat public sur la PPE 2019-2028. 2022, un débat public sur les nouveaux réacteurs. 2023, 24 et 25, des groupes de travail et consultations énergie du public dans le cadre de la préparation de la troisième PPE. Voilà, donc effectivement, il y a des temps, hein, comme je l'ai dit, la question des temps d'écoute et de prise en compte, en tout cas dans la perception que nous on peut voir des publics, n'est pas toujours au rendez-vous. On est aussi sur des sensibilités et des perceptions, pas forcément sur des vérités toutes faites. Voilà. S'il n'y a pas d'autres. Alors, oui, alors Coralie Pinault dit mais les gens ne sont pas toujours au courant de ces consultations, et là, je vous rejoins. Et ça va nous permettre peut-être de passer à la session d'après, c'est-à-dire en termes de gouvernance, de circulation de l'information, de transparence. Est-ce qu'il y a des recettes? Parce qu'aujourd'hui, et nous, on le constate complètement dans le cadre de ce débat public, intéresser les citoyens à ce sujet qui est à la fois complexe, qui est loin de leur réalité pour ceux qui ne sont pas directement sur les territoires, eh bien c'est compliqué. Et donc on va voir ce que les citoyens qui ont participé et tous les participants des ateliers ont proposé, hein, ou en tout cas ont constaté dans un premier temps sur ces sujets. Donc là, typiquement, sur les constats des ateliers, on voit que souvent, la centralisation des décisions, elle a été notée, avec une centralisation qui, selon beaucoup, est excessive et très éloignée des réalités locales, ça a été dit plusieurs fois. La difficulté d'accès à l'information. Alors, c'est pas qu'il n'y a pas d'information, c'est presque le contraire, c'est qu'il y a beaucoup d'informations, qu'elle est disparate, que pour avoir une information complète, il faut aller sur le site de l'un, puis sur le site de l'autre, regarder le texte qui est sur tel autre site. Enfin, en gros, trop d'informations disparates, dispersées, trop complexes, trop techniques ou trop diffuses. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ressorti très fortement, notamment la question des complexités, des dossiers qui font, pour certains, 1500 pages, alors que l'enquête va durer un mois ou 2 mois. Voilà, donc on a là un vrai problème sur l'accès à l'information. Pour la participation citoyenne, on remarque qu'elle est souvent limitée.
Est-ce que les formats ne sont pas adaptés? Est-ce que les horaires ne sont pas adaptés? Est-ce que la non prise en compte récurrente ou le sentiment de non prise en compte récurrent dissuade, fait que justement on a un phénomène de résignation? Et enfin, le manque de lisibilité des processus de décision. Ça, c'est revenu beaucoup. Nous, c'est quelque chose qu'on constate beaucoup à la CNDP. On a de cesse de faire des recommandations quasiment dans le cadre de tous nos débats publics sur comment sont prises les décisions, quels sont les processus. Et ça, c'est extrêmement gênant. Je vois dans le chat Monsieur Lassauzet qui dit dans le débat de la CNDP sur les EPR2, le gouvernement a décidé avant la fin du débat. C'est aussi malheureusement un constat qu'on a fait. Il y a une note qui est assez intéressante qui s'appelle 17 ans de débat public sur le nucléaire qui a été rédigée par plusieurs garants de la CNDP, dont Marilyn Meau, qui a coordonné tout ça, et qui revient là-dessus. Et c'est vrai qu'il y a souvent des décisions qui sont prises avant la fin des débats. Et je crois que le nôtre n'y échappe pas complètement non plus. Donc, effectivement, ça peut créer un manque de confiance ou une défiance même vis-à-vis à la fois des institutions, mais aussi de la crédibilité des démarches de concertation ou de débat. Alors, sur les ateliers, on a eu aussi des constats sur les dispositifs de gouvernance, avec des choses qui ressortent, notamment autour des CLI, qui sont reconnus comme les lieux centraux et pour s'informer sur les questions de nucléaire. On a pu constater, nous, que selon les territoires, on n'avait pas la même connaissance de l'existence des CLI par les citoyens. On a vu également que le fonctionnement, ou en tout cas la composition qui est pluraliste, néanmoins ne le serait pas forcément assez selon certains territoires. Et on voit qu'il y a des attentes différentes concernant leur rôle. On voit que les moyens ne sont pas toujours les mêmes, que les fréquences de réunion ne sont pas les mêmes, et qu'il y a toujours, et là encore je relais les constats de certains citoyens, notamment entendus à Chinon. Souvent, il y a des questions qui sont posées d'une séance à l'autre, il se passe 3-4 mois, et puis on oublie les questions, on les retraite pas, ou les réponses n'arrivent pas. Donc là, il y a aussi quelque chose certainement à construire autour de la sincérité et la réactivité dans les réponses qui sont apportées, la plupart du temps pas par la CLI directement, mais par les industriels. Voilà. Alors après, quelque chose qui est apparu à Cherbourg et qui nous a paru intéressant, c'était la présence d'associations qui sont capables de contre-expertise. À Cherbourg notamment, c'est l'ACRO qui a été cité plusieurs fois comme un acteur qui a à la fois la capacité de faire des analyses, de faire des prélèvements, qui a un laboratoire qui est agréé par l'ASNR et qui réussit aussi à dialoguer avec les industriels et que cette présence d'associations qui ont cette capacité de contre-expertise, c'est un levier majeur de confiance et que on n'a pas ça sur tous les territoires, mais en tout cas que c'est quelque chose qui va être gage de confiance. Donc avec la double compétence, c'est-à-dire d'être capable de faire de la contre-expertise reconnue et en même temps de dialoguer avec les citoyens et avec les industriels des territoires. Si on revient maintenant sur les recommandations qui sont issues des ateliers, donc alors il y a des choses qui sont issues des ateliers, d'autres qui sont des conclusions que nous avons tirées avec notre équipe, donc ça je préciserai. Sur l'information et la pédagogie, il y a une nécessité de vulgariser les enjeux liés aux déchets radioactifs. Voilà. Souvent, c'est trop compliqué, rien que les termes, comme je l'ai dit, on a été obligé, nous, de faire 154 entretiens pour se sentir à peu près à l'aise avec le sujet, puisque à la base, notamment moi, je n'y connaissais rien aux déchets radioactifs. Donc, on voit bien qu'il y a une difficulté à rentrer dans le sujet. Les informations, il faut qu'elles soient plus courtes, plus accessibles et plus compréhensibles. Et là, je reviens là-dessus. Sincèrement, dans le cadre du débat, on a fait travailler des étudiants
Notamment, je citerai les étudiants de l'école de journalisme de Lille, l'ESJ, l'école supérieure du journalisme de Lille. Ils ont fait des petites vidéos qui expliquent certains pans de la question des enjeux des déchets radioactifs et qui sont très très bien arrivés. On a également Ozon Causer, qui est un vulgarisateur scientifique qui a fait une vidéo d'une trentaine de minutes sur la question complète des matières et déchets radioactifs. Là encore, c'est accessible. Et voilà, on voit que c'est possible, mais effectivement, il faut s'orienter sur des médias nouveaux qui vont parler aussi à des publics nouveaux, notamment les jeunes qui sont friands de vulgarisation scientifique et qui ont besoin de formats courts. On est aussi dans une société qui s'accélère et aujourd'hui, la plupart des gens n'ont pas 4 heures devant eux pour consulter un dossier. La réouverture ou la création de lieux dédiés à l'information, également, ça a été noté, c'est bien d'avoir un endroit où on sait qu'on peut aller chercher de l'info, rencontrer des gens qui sont capables de donner cette information, des humains, voilà, pas que des sites internet ou des vidéos. Et enfin, les citoyens ont noté la nécessité de faire le lien entre nos consommations d'énergie au quotidien en tant que citoyens et la production des déchets radioactifs, c'est-à-dire certains ont proposé par exemple de faire figurer sur les factures d'électricité les contributions qui sont liées à la gestion des déchets radioactifs. Sur l'éducation à la jeunesse, on a aussi des leviers qui ont été proposés par les citoyens qui sont d'intégrer les enjeux du nucléaire et énergétique dans les programmes scolaires et notamment sur les territoires qui sont concernés pour justement leur permettre d'acquérir une culture à la fois du risque mais aussi socio-économique et puis tout simplement une culture du fait de leur territoire. Des actions spécifiques vers les jeunes publics et enfin, là encore, des visites de sites, des dispositifs pédagogiques et ludiques qui permettent de communiquer sur ces éléments. Sur la participation citoyenne, donc le renforcement des CLI et de leurs moyens, ça a été commun à tous les ateliers pour ne pas multiplier les dispositifs, mais simplement renforcer ceux qui existent et notamment leurs moyens d'informer et de diffuser de l'information sur les territoires. Également, certains ont demandé le développement de dispositifs participatifs différents, type atelier ou convention citoyenne. Alors j'ai vu qu'il y avait un petit taquet aux conventions citoyennes dans le chat. Pour autant, le principe des conventions citoyennes qui est de tirer au sort des citoyens parmi la population française pour réfléchir à des sujets en se formant et en le faisant sur le temps long, c'est des choses qui fonctionnent. Et là, je parle pas de prise en compte, je parle vraiment d'acculturation et de qualité des avis rendus. D'autres ont proposé également des comités pluralistes qui seraient associés au projet, c'est-à-dire, ça c'est ressorti notamment à Cherbourg, d'avoir, par exemple, quand on a un nouveau projet qui arrive, eh bien d'avoir un comité qui puisse intégrer des citoyens pour travailler sur le développement des projets et leur meilleur ancrage territorial. Et enfin, c'est surtout, et c'est, je crois, le nerf de la guerre, la meilleure prise en compte des contributions citoyennes dans les décisions finales. Sur la transparence et la confiance, une amélioration de la transparence sur les données sanitaires et environnementales. Là encore, beaucoup nous disent que les informations, elles existent, c'est plus leur accessibilité, c'est-à-dire où on les trouve et au-delà de la donnée brute qui est difficilement interprétable par le commun des mortels, tout simplement d'avoir des choses aussi plus pédagogiques sur les données sanitaires et environnementales. Il y avait également la clarification des seuils, des incertitudes, des marges de connaissance sur la radioactivité notamment. Et enfin, quelque chose qui était ressorti, je crois que c'est à Cherbourg notamment, c'était d'avoir une meilleure communication interne chez les industriels.
de manière à ce que les salariés eux-mêmes soient en mesure de relayer, d'informer et eux-mêmes d'être informés et aussi rassurés hein, sur leurs conditions de travail. Sous-entendu aussi l'implication des syndicats dans ces réflexions, en tout cas une meilleure communication en interne des entreprises. Les CLI, donc les CLI, ce qui s'est dit aussi, c'était une CLI, ça apparaît quand on a une installation nucléaire de base, donc une INB, donc c'est-à-dire quand l'équipement est là. Pour certains participants, il y avait un trou dans la raquette qui était avant, c'est-à-dire avant qu'une installation, qu'une INB apparaisse sur un territoire, qu'est-ce qui se passe, comment on en discute, comment on s'informe. Voilà, donc ça, la connaissance inégale, on en a parlé. L'enjeu central de transmission et d'accessibilité, ça aussi on l'a dit, et des fonctionnements hétérogènes sur les territoires. Un autre levier qui nous est apparu et qui a été cité par les citoyens, c'est les élus. Les élus qui sont censés assurer le lien entre les échelles locales et nationales. Donc on parle à la fois des élus locaux qui, eux, ont la proximité, mais n'ont pas toujours la connaissance. Hein. On a eu des remarques, notamment à Chinon, sur le fait que finalement, les élus, ils maîtrisent pas beaucoup plus les sujets. Parfois, hein, c'est pas toujours le cas, mais en tout cas les sujets complexes. Et puis, le rôle des élus qui sont nos représentants des territoires à l'Assemblée ou au Sénat, donc les sénateurs et les députés qui doivent porter aussi ce lien entre le national et le local. Pour les maires ou les communautés de communes aussi, la capacité d'informer les nouveaux habitants sur l'existence et le rôle des CLI. Ça a été proposé également. Et enfin, de consulter la population en amont des décisions avant les annonces publiques. Voilà, puisque souvent, c'est par voie de presse que la population apprend les décisions qui ont été prises pour les implantations. Ensuite, nous avons donc, j'ai parlé tout à l'heure de l'accro, donc les acteurs associatifs hein, qui peuvent être gages de confiance. Mais qui sont pas toujours intégrés au processus décisionnel. Communication interne pour les exploitants, participer aux dispositifs existants, les CLI, sans forcément les capter complètement. Et enfin, un dernier point qui a été souligné et qui nous est venu nous aussi en tête, c'est les médias. Les médias, alors à l'échelle nationale, très clairement, la question de la gestion des matières et déchets radioactifs, on a pu constater lors de notre première conférence de presse de lancement que ça les intéressait pas des masses. Au niveau local, il y a un petit peu plus d'intérêt et on sait que la presse, la PQR, hein, la presse quotidienne régionale, reste quand même un média d'information important sur les territoires. Et du coup, ça peut être un vrai contrepoint à une communication qui serait uniquement institutionnelle. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de toutes les propositions qui avaient été faites par les citoyens. Voilà, on va avoir un deuxième temps d'échange à l'aune de ces questions qui se posent au niveau de la gouvernance. Voilà, alors je vois des choses hein, qui passent en attendant que vous leviez la main et qu'on vous épingle pour prendre la parole. Je voyais, il y a peu de participation réelle des élus dans les CLI et leurs groupes de travail. C'est sur des territoires qui sont extrêmement impactés par des activités liées à la présence de sites nucléarisés. Voilà. On peut le regretter, c'est ce qui a été noté par les citoyens hein, qui regrettaient effectivement que les élus soient pas plus intéressés finalement à ces sujets-là. Alors, est-ce qu'il y a des interventions? Oui, Monsieur Lheureux. Oui, évidemment, comme on parle beaucoup des CLI dans cette deuxième partie, je me permets, Présidente, de revenir un petit peu. Alors, déjà, je suis quand même assez rassuré et assez content et je me dis que
le gouvernement qu'on critique beaucoup quand il y a une quarantaine d'années, il s'est dit, avec le développement d'un parc nucléaire, il faut que j'associe mes territoires, il faut que j'associe mon public et il faut que je fasse connaître ce qui se passe dans ces nouvelles installations, dans ces centrales nucléaires, dans ces installations de traitement de déchets auprès des acteurs du territoire. Et quand il a décidé en 80 une circulaire sur les CLI, il a eu quand même plutôt une bonne idée. Et alors, ça met du temps, il y a de l'amélioration. Je lis bien dans la conversation sur le côté toutes les critiques qui peuvent être faites, mais ce qui est intéressant, c'est que cette structure, elle existe. Elle est implantée localement. Elle représente les acteurs du territoire. On n'y retrouve peut-être pas assez d'élus, en tout cas, ils sont en majorité dans les CLI, mais pas beaucoup présents dans les réunions, j'en conviens et je rejoins. Mais tous les acteurs, les représentants des organisations syndicales, des personnes qualifiées, des médecins, des scientifiques, le monde associatif, etc. Donc, les CLI sont vraiment une représentation locale des acteurs du territoire et bien évidemment, il ne faut pas refaire des millefeuilles et puisque les CLI existent, font un travail qui est peut-être à améliorer, mais en tout cas qui est de bonne qualité, qui est reconnu par le grand public, pas partout de la même manière, et il faut s'en servir et il faut les stimuler, il faut les renforcer, il faut renforcer leurs moyens, il faut renforcer surtout leurs moyens humains parce que je rappelle quand même que tous les membres des CLI sont des bénévoles. Tous les membres associatifs ou divers et variés qui sont dans les CLI sont des bénévoles. Et donc, ça limite effectivement la capacité de pouvoir travailler, de pouvoir faire des fois des expertises. Et puis, les CLI, c'est vrai, ont, suivant leur territoire et suivant l'implication, la volonté locale, qu'on le dise comme on veut, pas tous les mêmes moyens financiers et pas tous la même volonté locale de faire des choses. Donc tout ça, il faut le stimuler et faire en sorte que ces CLI prennent plus encore de présence dans le territoire parce qu'on voit qu'elles sont là, elles sont représentatives de la population, elles sont reconnues, elles ont un gage de confiance, on parle de tiers de confiance des territoires et donc il faut continuer à s'en servir et non pas chercher comme c'est malheureusement souvent le France, on veut créer des nouvelles structures, des nouveaux soucis, des nouvelles trucs et puis les gens sont débordés parce qu'il y a trop de réunions, trop de ceci ou cela. Donc je pense qu'il faut continuer, mais aussi il faut tenir compte de ce que les gens nous disent et ce que vous avez pu souligner. C'est-à-dire que dans les constats que vous avez faits, vous avez beaucoup parlé de problèmes on est éloigné des réalités locales, il y a un manque de lisibilité, la participation citoyenne, elle est finalement limitée quand les gens ont l'impression que même s'ils s'impliquent, ça ne change pas grand-chose, ça a été dit aussi dans la conversation. Donc tout ça, il faut qu'on arrive quand même à le faire évoluer. Et les CLI sont vraiment des lieux où on peut débattre sereinement parce que la diversité des points de vue sont représentés, comme ça a été le cas dans vos différents débats du cadre du PNGMDR. Quand vous avez tous les acteurs autour de la table et les différents points de vue représentés, alors l'idée, c'est effectivement, la difficulté, c'est de créer un consensus, c'est-à-dire se dire, quand on écrit quelque chose, quand on écrit un avis, quand on pose des questions, quand on apporte une contribution au titre de la CLI, on doit tenir compte que cette contribution, elle doit être équilibrée et tenir compte des différentes sensibilités. Et ça, c'est un petit peu des fois difficile parce que le principe de la diversité des points de vue, c'est de pas mettre en avant un point de vue plus qu'en l'autre, mais plutôt de trouver des terrains sur lesquels on s'entend et on arrive à avancer. Donc, je pense qu'il y a vraiment, avec les CLI, un outil. Alors, moi, évidemment, en tant que responsable de l'ANCLI, je ne pourrais que vous dire que les 35 CLI qui sont en France, il faut les renforcer, les stimuler, leur donner surtout des moyens humains parce que s'il n'y a pas du personnel dédié à faire fonctionner les CLI, il y a des chargés de mission. Ça a été dit aussi dans la conversation, il y a des CLI associatives, il y a des CLI en format régie des départements. Voilà, donc il y a des fonctionnements très variables. Mais le point d'orgue, c'est que si on veut que ça marche, il faut un chargé de mission, il faut un personnel qui va travailler avec le président, avec les membres de la CLI. Je prends un exemple tout simple pour être très concret. Vous savez qu'il y a le projet de PR2 à Panly. La CLIN, donc s'appelle la CLIN, Commission locale d'information nucléaire de Palluel-Panly, a mis en place un groupe de travail avec la chargée de mission, avec des membres de la CLI. Toutes les semaines, tous les jours, ils ont des travaux. Ils regardent de A à Z le dossier de la DAC, donc demande d'autorisation de création de Panly, donc ce nouvel OPR2. Ils font un travail exceptionnel, mais ça demande une énergie folle. Ça demande que les bénévoles soient disponibles. Ça demande qu'on ait quelqu'un derrière qui gratte, qui fasse les comptes rendus, qui résume, qui fasse les papiers. Donc, il y a beaucoup de travail, si vous voulez, dans une CLI et les bénévoles ne peuvent pas tout faire. Et donc, si on ne met pas ces moyens, notamment humains, dans les CLI, elles resteront malheureusement avec les critiques qui ont pu être faites et qu'on a vues dans les.
Sur la pédagogie, je voulais juste revenir sur la pédagogie parce qu'on vous rejoint aussi tout à fait. Il y a beaucoup de choses très disparates dans plein de sites. Il faut, je dis, aujourd'hui tenir compte, je pense, des moyens vidéo. Ça, vous l'avez dit aussi. Aujourd'hui, on est capable avec des vidéos de faire des choses très attractives. Aujourd'hui, on balaye beaucoup l'information. Quand vous prenez le métro à Paris, vous voyez les gens sur leur téléphone, ils balayent les informations à toute vitesse, ils regardent des trucs 15, 20 secondes, 30 secondes, une minute. Il faut qu'on s'adapte à ce type de communication et qu'on soit capable aujourd'hui de faire des outils d'information pragmatiques qui incitent les gens à aller plus loin. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas en 30 secondes de tout balayer, mais c'est juste d'être attractif, d'attirer la personne pour dire « Ah tiens, ce sujet nucléaire, il m'intéresse, la petite vidéo que j'ai vue là, elle m'intéresse, comment je vais en savoir un peu plus sur les déchets, comment je vais en savoir un peu plus sur le démantèlement ?» Et vous avez parlé des élus. Pour moi, aujourd'hui, les CLI et les élus, ils doivent énormément travailler ensemble. Aujourd'hui, par exemple, quand on est un citoyen, on lit facilement le bulletin municipal. C'est notre bulletin de la commune et tout le monde lit le bulletin municipal parce qu'on trouve ça génial. Et puis parce que ça parle de notre territoire, de notre ville dans lequel on est impliqué. Et ben nous, on trouve qu'aujourd'hui, les CLI, elles devraient plus travailler avec l'élu pour faire régulièrement un article dans le bulletin municipal ou parler de ce qu'elle fait. Aujourd'hui, et au lieu de créer un nouveau site, une plaquette spécifique à la CLI ou un nouveau journal, et se servir des journaux qui aujourd'hui sont utilisés par le grand public, dont par exemple le bulletin municipal. Donc aujourd'hui, il y a vraiment un renforcement à faire et un travail avec les élus. Pour moi, la porte d'entrée auprès du grand public, ce sont les élus. Les citoyens parlent à leur maire, c'est leur référence dans un territoire. Et donc, il faut travailler avec cette force qu'ont les élus sur leur territoire, d'être des représentants et d'être ouverts et d'être en lien fort avec le grand public. Voilà. Alors, je pourrais encore dire beaucoup de choses, mais je préfère laisser la parole aussi à d'autres personnes. Merci. Oui, tout à Merci en fait. tout cas de m'avoir permis de Il y tout il y ça. avait un commentaire dans le chat qui était suite à ta présentation, Julie, qui disait que tout ce qui a été dit, n'est-ce pas au PNGMDR de s'en occuper du bilan que tu viens de dresser? Donc, je crois que la question, c'était est-ce que c'est vraiment au PNG-MDR de s'en occuper? Je crois que c'est Nico B qui demandait ça. Euh, oui, puisque lors du précédent débat public sur le PNG-MDR5, la question des impacts territoriaux qui n'étaient pas traités auparavant a été mise en avant comme un élément structurant. Et comme je vous le disais dans le chat en réponse, on a d'autres sites d'entreposage ou de stockage qui sont en réflexion et qui vont être nécessaires, hein. Là, j'enfonce une porte ouverte, mais l'ANDRA identifie que le CIRES va être saturé. Donc le CIRES, c'est le centre qui stocke les très faibles activités. Il va être saturé assez rapidement. Et il va falloir trouver d'autres endroits. Donc c'est vrai que la question de comment sur un territoire on entrepose, on stocke des déchets radioactifs, où on les met, comment on discute avec le territoire, comment on implique les citoyens, comment on implique les élus locaux. Ça, c'est des questions qui se posent et qui sont légitimes et qui ont peut-être été pas suffisamment traitées sur d'autres questions ou dans le passé. Et donc, oui, c'est bien, le PNG-MDR doit tout à fait intégrer cette notion de gouvernance. Je vais donner une petite précision qui a été apportée par Madame Pinault, hein, qui est également de l'ANCLI, qui me disait que les CLI, en fait, peuvent être créés dès la demande d'autorisation. Et tout à fait, elle a raison. Néanmoins, la demande d'autorisation arrive quand même à un stade où les discussions sont bien avancées. Et pour revenir sur la remarque de Nico B, en fait, en lien avec ce que disait Madame Pinault, c'est-à-dire que il faut pas opposer technique et participation citoyenne. C'est pas parce qu'il y a des citoyens qu'on parle plus de technique, c'est pas parce qu'il y a de la technique qu'il faut exclure les citoyens. C'est un petit peu cet élément-là en fait qui ressort des ateliers, hein, et donc voilà. Et juste pour finir, pour rebondir sur ce que disait Monsieur Lheureux, le maire dans une commune ou la mairesse reste des portes d'entrée de confiance. Quand on regarde les sondages, hein, au niveau institutionnel, la confiance dans l'État, elle est un peu dégradée, hein. En revanche, la confiance dans les élus de proximité est un petit peu plus forte.
Voilà, donc d'où peut-être la nécessité effectivement de bien intégrer les élus locaux dans la transmission d'informations. Et comme vous le disiez, hein, le magazine municipal reste un élément extrêmement lu par la plupart des citoyens. Donc c'est aussi un levier. Alors, je vois Monsieur Bigot qui apparaît à l'écran, donc je vais vous laisser la parole. Merci. Oui, je voudrais revenir sur ma seule l'expérience d'une seule CLI, hein, c'est de Chinon, parce que j'en suis membre, pour nuancer un petit peu le fait que ce soit l'endroit du débat. C'est certes un très bel endroit pour débattre, ça reste demeurant confidentiel. Une CLI, c'est constitué de différents collèges. Ces collèges, eh ben, ils sont constitués de délégués, des délégués de collectifs ou d'associations environnementales, de délégués des élus locaux, de délégués des syndicats d'entreprise. Voilà. Et après, c'est la façon dont ces échanges en interne se déroulent et, et comment ça revient. Enfin, je pense aux élus, parce que le collège des élus, par exemple, celle de Chinois-Avoine, c'est un collège assez silencieux, dont on entend assez peu souvent les prises de position ou les réflexions. Je ne veux pas dire qu'ils n'en ont pas, mais en tout cas, ils les expriment peu. Donc ça, c'est gênant. Et il y a une catégorie de personnel qui est complètement absente des CLI, ce sont les représentants syndicaux des personnels intérimaires de tous les prestataires. Ceux-là n'y sont pas, alors peut-être très peu syndiqués probablement, ce qui explique leur non-représentation. Et en tant que moi qui ai été élu pendant 12 ans, je peux vous dire que j'ai jamais entendu de retour du délégué CLI de la ville dont j'étais élu dans un conseil municipal ou dans une commission. C'est-à-dire que la délégation, elle fonctionne, le va-et-vient ne fonctionne pas ou fonctionne très mal. Alors après, c'est la responsabilité d'un conseil, des élus d'un conseil municipal de le faire vivre, mais je peux, par projection, je peux craindre que ce soit le même problème dans toutes les CLI ou dans de nombreuses CLI où les retours, les allers-retours se font mal ou très peu entre la représentation et le lieu où il a été désigné pour représenter. Merci pour cette remarque, hein. Comme je l'ai dit, toutes les CLI n'ont pas les mêmes réalités. Donc voilà. Euh, Henri Lemonnier de Sagazan, je vous écoute. Et sur le rôle des acteurs locaux, là, vous avez pour les exploitants cité participer aux dispositifs existants, donc les CLI, sans les capter. Je voulais savoir ce que vous mettiez derrière, en sachant que la participation au CLI elle est de toute façon obligatoire par nature, hein, et normale et légitime, c'est le sens même. Voilà, donc je voulais savoir ce qu'il y avait derrière. Puis j'ai été un petit peu surpris de la généralité que vous avez faite en disant que le CNPE de Chinon n'était pas sincère, hein, avec sa CLI. À partir d'un seul témoignage d'une personne, c'est pas non plus ce que j'ai entendu pour y avoir été présent sur cette réunion territoriale. Et je J'ai pas voudrais compris mettre qui en... n'était pas sincère avec qui, pardon. Vous avez dit que vous avez cité Chinon en disant que l'installation n'était pas sincère. Voilà. Donc, il y a eu une expression d'une personne qui a pu porter cet Il y en a avis, eu hein, plus ce qui que est tout ça, à monsieur de fait... Sagazan. Vous étiez à une table, j'étais à une autre, et mes collègues étaient à une autre, et on a croisé les 5 tables, et c'est quelque chose. C'était pas une question de. C'est la Parce que sincérité dans les je vous réponses. renvoie le terme d'insincérité quand même, qui me semble... Oui, oui, mais c'est Enfin, bien celui qui a été noté. Nous, on n'invente rien, on écoute et on prend note. Le manque de sincérité dans les réponses apportées lors des questions posées dans la CLI. Voilà, où il y a des questions parfois qui ne trouvaient pas de réponse ou des questions qui trouvaient une réponse trop longtemps après et qui ne figuraient pas dans les comptes rendus, par exemple, des CLI qui se sont regroupés. Donc, voilà, c'est bon. Moi, après, c'est vrai, du c'est coup, pas vrai, c'est une perception. ça réinterroge sur le fonctionnement de la CLI qui a son propre pilotage. Voilà, non, mais après, Et, pardon, moi, je suis donc, pas là par pour dire contre, la ma faute à question, qui. c'était le participer au dispositif existant sans les capter. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est également des remarques qui ont pu être faites par les citoyens sur le fait que finalement, c'était des instances qui étaient assez descendantes, où on avait des prises de parole peut-être disproportionnées parfois entre les exploitants et les gens qui font partie de la CLI. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions? Ou des questions dans le chat peut-être que j'aurais loupé? Sur l'avant-cli. Pardon? Euh, Yveline Druez, Oui, pardon. je veux bien revenir sur l'avant-cli,
parce que ça me semble très important quand il y a un projet qui s'annonce sur un territoire. Et ben là, qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui finance? La plupart du temps, c'est l'État qui décrète ces projets d'utilité publique. Je pense aux piscines, je pense à l'aval du futur. À partir de là, euh, je pense qu'il faut absolument qu'il y ait quelque chose qui se mette en place, qui ressemble au CLI. Comme c'est l'État qui commandite, eh bien, qu'il fournisse d'ores et déjà un coordonnateur ou un coordinateur le plus vite possible, qui peut être un préfet ou qui peut être. Mais je veux dire que ça doit s'organiser véritablement dès l'annonce d'un projet. Et on ne peut pas faire de CLI tout de suite, mais il doit y avoir une espèce de préfiguration de CLI où figurent les collèges des CLI, tels qu'ils figurent aujourd'hui dans les CLI. Voilà, je pense que quand on a une CLI, il y a aussi, voilà, c'est le problème de qui finance en fait, de qui organise, parce qu'évidemment, ça coûte toujours un peu d'argent. Et les CLI sont subventionnés par les conseils départementaux et l'ASNR, dont on n'a pas du tout, on n'a pas beaucoup entendu son nom dans les débats. L'ASNR finance à 50% de ce que donne le conseil départemental. Donc là, euh, donc la CLI elle-même ne peut pas fonctionner comme ça. On ne peut pas demander au conseil départemental de la financer. Mais je pense que là, il faut qu'il y ait quelque chose qui s'institue. Parce que pour l'instant, il n'y a rien. Et je pense que ce vide à l'aune d'un renouveau du nucléaire et de multiples projets sur le territoire, je pense qu'il y a quelque chose qui doit s'institutionnaliser. Voilà. C'est effectivement quelque chose qui est partagé par certains citoyens qui ont évoqué alors association de préfiguration, c'est ce qui se fait dans d'autres domaines sur des grands projets. Ça pourrait être effectivement une idée pour améliorer le dialogue qui est inhérent au projet et au PNGMDR. Pour rappel, le PNGMDR, c'est le plan et derrière, il y a les projets. Donc, discuter avec les citoyens au niveau des projets, c'est plus facile puisque la mobilisation des citoyens est beaucoup plus aisée quand on parle d'un projet physique qui va s'implanter à un endroit bien précis. Dans le cadre du plan, c'est l'étape d'avant. Donc c'est plus important encore puisque ça précède. Et donc le dialogue, il doit exister à tous les niveaux, y compris au niveau des plans et programmes. Mais là aussi, la Commission nationale du débat public constate qu'il est toujours beaucoup plus difficile de mobiliser les représentants et les citoyens sur des plans et programmes. Très bien. Bah, écoutez, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on aurait oubliées dans le chat, des questions qu'on n'aurait pas traitées? Je me tourne vers mon équipe qui surveille ça Non. très normalement. Non, c'est bon? Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas plus d'intervention, je vais passer. Ah, oui. Alors, Oui, je suis désolé, mais je voulais juste revenir sur 2 points. Dans les recommandations qui reviennent des ateliers, vous avez parlé quand même de plusieurs choses, je trouve intéressantes. Vous avez parlé les gens qui ont participé aux ateliers ont parlé de lieux d'information. C'est-à-dire qu'au-delà des CLI et d'un certain nombre de documents qu'ils reçoivent, de sites internet, j'ai compris qu'ils aimeraient bien pouvoir parler avec quelqu'un du nucléaire régulièrement. C'est-à-dire que, parce que quand on se pose une question à un moment donné sur le nucléaire, bah oui, on peut aller chercher sur Internet, il n'y a pas des débats publics en permanence, il n'y a pas des réunions publiques en permanence de CLI, on n'a pas tout sous la main, on n'a pas envie d'aller chercher. Et finalement, j'ai l'impression que là, ça peut être un champ sur lequel les CLI pourraient s'investir, c'est d'avoir un rendez-vous régulier avec la population, peut-être. Tout à fait. Où la population peut aller poser un peu des questions, peut aller
un peu sur tout, parce que ce que j'ai l'impression, c'est que les gens, ils ont des questions un peu générales, pas spécialement très techniques, mais ils ont besoin de parler à quelqu'un et que se retrouver devant une vidéo ou un site internet ou une plaquette ou un rapport, et ben effectivement, c'est pas ce qu'on cherche tous. Et je voulais juste dire qu'il y a quelques clics qui font des expérimentations. Alors, par exemple, la clique Graveline, elle a mis en place un triporteur, c'est un petit vélo avec de la documentation. Elle va sur les marchés, elle va sur la plage, donc Gravelines, c'est au bord de la mer du Nord, et elle va discuter avec les gens de nucléaire. C'est-à-dire qu'elle se met sur la place du marché, comme font les politiques actuellement pour les élections. La CLI va sur le marché, elle se met à l'offre du café et elle discute de nucléaire. Les gens viennent ou viennent pas, s'arrêtent pas, on leur offre un café, ils parlent de ce qu'ils veulent, mais voilà. Et je pense qu'il faut arriver à démocratiser le nucléaire, qui souvent a une connotation toujours un peu malheureusement négative, suspicieuse, de doute, d'ombre, tabou, on peut dire les mots qu'on veut, mais ça reste un peu ancré, et qu'il faut arriver à pouvoir... moi, je trouve qu'on n'a pas honte à parler du nucléaire. Je crois que c'est Yveline qui me disait sur la Hague que des fois, on n'ose pas dire les choses, alors que il n'y a rien de mieux que d'aller expliquer aux populations ce qui va, évidemment, ce qui ne va pas, évidemment aussi, de ne pas avoir un monologue. Mais voilà, les gens ont besoin de parler, d'échanger, de discuter. Et plus on aura cette proximité avec les citoyens, plus je pense qu'on arrivera à mieux leur expliquer les enjeux, les difficultés, mais aussi les enjeux des activités nucléaires. Et deuxième point, vous avez beaucoup parlé des jeunes. Et je trouve que nous, c'est une des perspectives qu'on essaye dans les CLI aujourd'hui. Vous connaissez les conseils municipaux des jeunes qui existent déjà dans les communes, par exemple, où on essaye de sensibiliser les jeunes à la politique et au rôle de maire. Et ben, nous, on envisage quand même dans les CLI aujourd'hui de plus en plus de se rapprocher, d'essayer d'avoir des représentants. Alors, peut-être plus d'universitaires ou de lycéens que de jeunes, je dirais, primaires ou collèges, mais on essaye de se connecter avec cette jeunesse. Vous avez cité la CLI de Cadarache, voilà, qui a fait venir à l'atelier du monde jeune. Voilà, on participe aux journées de la science, aux journées de l'environnement, à des rendez-vous auxquels les jeunes s'intéressent beaucoup, pour justement essayer de les accrocher, de les faire rentrer dans les CLI, ou en tout cas qu'ils puissent venir écouter, entendre, donner leur point de vue sur les travaux des CLI. Donc tout ça, ça fait partie de nos perspectives dans les années à venir. Voilà. Et dernier point, et j'arrête, vous prenez, j'arrête là. Le nucléaire, ça a été dit, on parle beaucoup de technicité, ça a été dit plusieurs fois dans vos slides, dans vos transparents, pardon, la notion de technicité, de difficulté. Et ben nous, à l'Ancli, on a décidé de lancer ce qu'on appelle des webinaires techniques. C'est-à-dire, on va essayer de faire ça peut-être une fois tous les 2 mois, sur 1 heure, probablement ouvert à un public plus large que celui des CLI et peut-être à du grand public, à des universités, à des jeunes, une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, pendant 1 heure, certainement entre 13 et 14 heures, on aborde un sujet très spécifique du nucléaire. Comment est-ce qu'on fabrique du combustible ? Comment est-ce que ceci ? Et on va faire des rendez-vous techniques comme ça tout au long de l'année pour aborder ces questions techniques de manière, alors pour pas les mélanger avec plein d'autres trucs, parce que souvent quand on parle de nucléaire, on mélange plein de sujets du nucléaire et les gens s'y retrouvent pas. Et donc d'essayer de décortiquer quelles sont les différentes étapes entre les mines où on va aller chercher de l'uranium jusqu'au moment où on démantèle et on met du combustible usé ou à CIGEO par exemple. Voilà, ces différentes étapes, toute cette vie du nucléaire, on voudrait l'expliquer de manière accessible. Voilà, j'en termine. Merci. Merci. Non, très, très intéressant. Ce que vous décrivez, ce sont les tendances actuelles de la démocratie participative, étudiées de près par la CNDP, puisque notre mission, et je parle bien de mission et pas de travail, c'est d'aller chercher les publics là où ils sont. C'est ce qu'on appelle les process d'aller vers. Qui permettent de rencontrer les publics là où ils sont. Alors sur ce débat précisément, on n'a pas fait beaucoup d'aller vers parce qu'on est sur du national, mais sur d'autres débats, on fait ce qu'on appelle des débats mobiles, c'est-à-dire ce que vous décrivez. Alors nous, on n'est pas en bicyclette, j'avoue, mais on va aller dans des galeries commerciales, sur des marchés, discuter des sujets de nos débats, pour que les gens qui ne s'y seraient pas intéressés puissent en avoir connaissance. Sur ce que vous dites sur les jeunes, là aussi, les publics jeunes, c'est une cible importante, surtout quand on parle de sujets qui vont impacter directement les générations futures. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est dans le cadre de ce débat public, comme je l'ai dit, on a eu
30 universités qui se sont inscrites pour participer au débat, mais on n'a pas travaillé avec elles de la même façon qu'on travaille avec les citoyens ou avec les institutionnels. On s'est vraiment intégré dans les programmes pédagogiques pour que ça leur serve à la fois d'appui à l'enseignement et en même temps que ça nous permette, nous, de récupérer un matériel précieux pour le débat public. Et donc, si vous regardez les étudiants de l'ESJ, eux, ils ont fait des petites vidéos qui synthétisaient des données assez complexes. On a des étudiants en éthique qui ont fait des ateliers d'éthique en posant des questions là aussi complexes, mais dans un autre registre. Voilà, donc chaque université a réussi à trouver comment participer à un débat tout en complétant des apports pédagogiques. Et ça, c'était extrêmement intéressant puisque c'est du gagnant-gagnant quelque part. Voilà. Et enfin, alors, je lisais Kobe Lartz qui disait que si les gens qui vont parler nucléaire ont des conflits d'intérêts, c'est de la publicité, pas de l'information. J'ai envie de vous dire, c'est très compliqué et je peux en témoigner puisque tout au long de ce débat public, nous avons essayé de trouver des intervenants qui n'aient pas de conflit d'intérêts pour parler du nucléaire ou surtout des matières et déchets radioactifs parce que nous, c'est pas un débat sur pour ou contre le nucléaire, c'est vraiment un débat sur comment on gère ces fameux déchets radioactifs et c'est compliqué. Et même quand on va dans la sphère scientifique, on a de toute façon des potentiels conflits d'intérêts. Donc là, c'est très compliqué, effectivement. Je pense que c'est plus la sincérité, effectivement, des informations, leur vérification, les contre-expertises, comme ça a été précisé, hein, ça peut exister. Mais ce qui est important, et je pense que ce sera le mot de la fin, c'est vraiment cette capacité, en fait, de créer des lieux où les gens réussissent à se parler même s'ils ne sont pas d'accord. Et ça, c'est extrêmement important et je pense que c'est aussi ce qui a fait que les CLI sont un lieu où on a du débat et où les gens sont pas d'accord entre eux, mais où certains réussissent à s'exprimer et à se parler aussi en tant que personne, quoi, pas uniquement en tant que posture pour ou contre, etc. Bref. Euh, je vous passe la dernière diapo. Ah non, il y a quelqu'un qui... Ah ouais, Oui, il y Monsieur avait Monsieur Massot qui souhaitait prendre Massot la qui est parole. accompagné. Monsieur Massot qui est accompagné, je vois. On vous écoute, pardon. Votre son est coupé, Monsieur Massot. Voilà, on vous entend maintenant. Non. Essayez, débranchez vos... Je pense que c'est votre entrée technique de micro qui doit pas être la bonne. Ça fait ça avec les casques aussi de temps en temps. Enlevez Ah juste oui, c'est votre ça. casque. Si c'est un casque qui a été utilisé avant, il faut peut-être qu'il rebascule la source micro Enlevez sur juste, le micro. Monsieur Massot, votre casque et peut-être parler sans votre casque. Bon. Ah, bon. C'est dommage parce que Monsieur Massot travaille à la DGEC, donc il est là en écoute et justement il sera en charge avec les autres membres de son équipe de rédiger euh, ce fameux PNG MDR. Alors, bon, Monsieur Massot, je crois qu'il À a la salle d'attente. renoncé. Ah, il s'est déconnecté? Ok, Oui. bon, on attend 2 minutes. Donc, Monsieur Massot, on vous voit. Est-ce que vous nous entendez? On ne vous entend pas. Est-ce que vous pouvez éventuellement enlever votre micro? Non, on vous entend pas, Monsieur Massot. Je sais pas ce qui se Que vous passe. pouvez enlever votre...
Oui, j'ai enlevé. Vous m'entendez Voilà, On c'est bien? vous bon. entend très Là, bien. on vous Voilà. entend. Ah, parfait. Excusez-moi. Désolé pour le petit contretemps. Oui, je voulais juste intervenir vraiment voilà, à la toute fin pour bah, déjà remercier effectivement pour les ateliers qui ont été organisés. Moi, j'ai pu participer à celui d'Avoine, mais mes collègues ont pu participer aux autres. C'est ce que vous avez dit. On a essayé d'être présent sur tous. Et donc, c'était effectivement très intéressant. Je voulais aussi rebondir sur ce qui a pu être dit aujourd'hui. Le plan suivant, donc vraiment ce qu'il y aura dans le prochain plan, n'est pas encore écrit. Et on attend avec impatience du coup le compte-rendu que la CPDP va pouvoir nous faire de ce débat public qui synthétisera tout ce qui a pu être dit, alors à la fois à travers les ateliers, dans les webinaires, mais également dans les universités, avec les écoles, enfin en fait, toute la participation qu'il y a pu avoir sur ce débat public. Je voulais aussi préciser, pour clarifier, c'est vrai qu'on a pu le dire au début dans les webinaires, mais donc juste le redire là, et peut-être que ça sera redit aussi au moment de la clôture. Mais effectivement, on a le débat public qui nous permet d'avoir finalement de la matière pour écrire le prochain plan. Mais au niveau même, si vous voulez, de l'organisation du plan, on a des associations qui participent très régulièrement à plein de groupes de travail, les industriels aussi. Dans les associations, il y a des pros, il y a des contres. On fait vraiment parler tout le monde. On a les clics qui sont là. Enfin, l'idée effectivement est d'avoir un pluralisme assez développé pendant le plan. Et donc là, c'était aussi un objectif du débat, c'est de réussir à avoir un pluralisme de la population des profils. Et c'est quand même ce que vous avez globalement réussi à avoir. Je crois que enfin, voilà, l'atelier notamment de Cadarache a été avec un nombre d'étudiants assez important, ce qui du coup est aussi très intéressant. Très- Je crois qu'on a perdu Monsieur Massou. Bon, Euh, je crois que l'essentiel a été dit. Comme on ne vous entend plus et que l'image est figée, je vais enchaîner. Simplement pour vous dire que le débat s'arrête le 10 février, donc il vous reste 5 jours. 5 jours qui peuvent vous permettre de partager vos questions ou vos points de vue sur la plateforme participative en ligne, qui est l'endroit où on va collecter des questions, où on va apporter des réponses. Vous pouvez également, si vous êtes une personne morale, c'est-à-dire soit une association, un institutionnel, une entreprise, rédiger un cahier d'acteurs. Donc c'est un format qui permet de dire ce qu'on a envie de dire, c'est très libre. Donc voilà à peu près les derniers éléments. Et puis on a encore un rendez-vous que j'ai annoncé en début de session, mais que je redis ici. Le 10 février de 18h à 20h30 à Paris, on sera au FIAP Jean Monnet, donc dans le 14e arrondissement, pour faire la clôture de ce débat public qui a été riche, qui a été pluraliste, certes, même si on le notera dans notre compte-rendu. Voilà, on a parfois des petites disproportions, mais ça fait partie des enseignements du débat. Donc on se retrouvera le 10 février justement pour partager une rétrospective de ce débat public et puis noter les grands rendez-vous et tout ce qu'on a pu faire, retracer. Et il y aura, oui, Madame Vasselin, une connexion à distance pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Et ce sera, voilà, comme le reste de ce débat public, accessible. On aura beaucoup d'étudiants qui seront là. On aura des témoignages, un témoignage de participants du panel citoyen, des étudiants. Donc vous n'entendrez pas Julie Dumont pendant 2 heures. Vous aurez voilà, de la diversité des gens qui ont participé à ce débat public, à cette aventure voilà, qui a duré 4 mois et qui va se terminer le 10 février avant qu'on se mette pendant 2 mois sur le compte rendu de manière
à le rendre le plus exhaustif possible pour traduire tout ce qui s'est dit dans le cadre de ce débat public. Voilà, donc le rendez-vous est fixé. On espère que vous pourrez être présents. Et si c'est pas possible physiquement, en tout cas, vous serez les bienvenus en ligne pour y assister. Merci beaucoup et bonne soirée à tous et merci de votre participation. Merci beaucoup.